Donc, médecin généraliste, CPTS et hôpital local. Alors, on a entendu plein de choses passionnantes. Alors, on va rester modeste, mon objectif n'est pas d'en faire la synthèse, mais quand même se servir un peu de l'ensemble de ces réflexions pour essayer, d'une part, de faire un constat et d'autre part, de dessiner un modèle en tant que responsable de la formation initiale, à quel métier, dans quelle organisation, pour quel système de santé. Alors on est effectivement, comme vous l'avez tous compris, à une époque de mutation importante de la médecine générale, des soins premiers au sens large, avec l'émergence de manière très prégnante maintenant de l'exigence de la pluriprofessionnalité, de l'exercice regroupé. Hier, si on regarde un petit peu, mais ce n'était pas avant-hier, ou ce n'était pas le peuple des Samnettes, comme je disais en introduction, c'est vraiment, il n'y a pas longtemps, on concevait l'exercice de la médecine générale, mais même l'exercice de chaque profession en ambulatoire comme relativement indépendante, et je dirais relativement isolée. On est à une période où on comprend, suite à l'émergence justement de ce que disait par exemple Patrice Diot sur l'émergence des besoins de santé aujourd'hui, de la pluriprofessionnalité et de l'exercice regroupé. Mais en même temps que cette mutation des soins premiers, il y a la mutation de la médecine générale en termes de formation initiale, avec l'émergence, je le rappelais lors de la plénière d'ouverture, qui est extrêmement récente, et on voit bien qu'il y a une concordance de ces deux mutations, qui n'est peut-être pas forcément complètement liée au hasard, parce que l'offre crée la demande, mais qui est quand même concomitante de manière pas forcément programmée. Donc mutation de la médecine générale et de la formation initiale. Et puis un contexte qui est quand même un peu particulier, avec la crise démographique, parce que on avait l'habitude historiquement de voir le nombre des médecins qui croissait, et le nombre des médecins croissait. Sauf que là, ce n'est plus le cas, et ce n'est plus le cas à un mauvais moment. C'est le cas de manière générale, mais pas pour les médecins de soins premiers. La médecine générale est quand même frappée par la baisse démographique au moment, et c'était évoqué tout à l'heure, où les besoins de santé en premier recours croissent, avec ce qu'on dit toujours, du vieillissement de la population, enfin je ne vais pas remontrer le graphique qu'a montré Patrice Diot tout à l'heure, en termes de pourcentage de la population âgée, polypathologique, multimorbide, et ce qu'on appelle l'épidémie des maladies chroniques, ou en tout cas l'explosion de la prévalence des maladies chroniques qui aujourd'hui modifie considérablement le métier, où on passe, sans vouloir caricaturer, mais d'un exercice on va dire, isolé en traitant beaucoup de pathologies aiguës, à un exercice regroupé en prenant en charge beaucoup de patients avec des pathologies chroniques. Alors, cette mutation, elle est à la fois dépendante et indépendante de la crise démographique. Elle est dépendante, et vous voyez l'affolement des élus, avec un certain nombre de solutions qui nous paraissent, à nous, professionnels de santé et médecins généralistes notamment, parfois un peu étonnantes, un peu baroques. J'en reparlerai plus longuement dans la table ronde sur les alternatives à la coercition qui a lieu après la pause. Donc je ne vais pas revenir dessus, mais on voit bien qu'il y a une pression des élus de plus en plus grande parce qu'ils ont leurs mandants qui viennent les voir en disant « mais j'ai pas de médecin, vous avez vu l'enquête qui vient de sortir sur comment ça se fait quand même qu'il y ait tant de médecins qui ne veulent pas prendre de nouveaux patients médecins traitants ?» Il y a un peu la comparaison, on vous dit, mais en fait, quand un avion est plein, si le pilote, il dit, si les passagers viennent, ils disent, quand même, comment ça se fait que vous ne me prenez pas dans mon avion? On ne va pas quand même engueuler les pilotes parce qu'ils ne mettent pas l'avion en surcharge. Mais là, on voit bien la discordance qu'il y a entre les besoins de santé et l'offre de soins. Et puis, c'est dépendant, mais c'est aussi indépendant parce que c'est lié aux limites du système. Alors, je ne reviendrai pas sur l'hospitalocentrisme, il est historique, c'est pas que c'est pas bien ou que c'est méchant, c'est juste lié à la structuration du système de santé en France et qu'il n'y a pas vraiment eu de plan pour corriger le déséquilibre
au bénéfice des soins secondaires et des soins tertiaires. Avec le mouvement des urgences, là, on voit bien qu'il y a un moment, il faut arrêter d'élargir les autoroutes pour qu'il y ait toujours des bouchons, parce qu'il y aura toujours plus de voitures si vous augmentez le nombre de voies. Donc on est sur... certes, occupons-nous, parce que l'hôpital public est en souffrance, de l'hôpital public, mais arrêtons d'injecter de l'argent si ce n'est pas simultanément avec une prise en compte de l'organisation du système, puisque c'est une crise de l'organisation du système dans un système qui est quand même au total coûteux et avec une part hospitalière qui demeure très importante. Alors la crise démographique, elle est liée à la médecine générale, mais parce qu'on paye l'absence historique de formation à la médecine générale. On est quand même dans un pays où la moitié des médecins formés, entre guillemets, à la médecine générale ne sont pas médecins généralistes, en fait, font autre chose. Donc là, avec, et je remercie là encore Patrice Diop qui à l'ONDPS donne une vraie impulsion là-dessus, avec la filiarisation des desks, avec aujourd'hui les 40% qui étaient... moi, je me suis beaucoup battu pour que le ministère ne tombe pas en dessous des 40%. Il y a eu quelques échanges francs et cordiaux, comme disent les diplomates, sur le sujet, c'est-à-dire qu'on a dit qu'il est hors de question de descendre en dessous. Parce que, je veux dire, vous savez bien, c'est aussi l'adage, quand on franchit les bornes, il n'y a plus de limite, et on aurait pu descendre encore beaucoup plus bas. Donc on a fixé à 40%, et aujourd'hui, il y a beaucoup plus possibilité avec ces 40% d'avoir une identité professionnelle qui oriente les jeunes vers la médecine générale, et dans les facultés, en tout cas, on voit aujourd'hui, par rapport à il y a 10 ans, que les étudiants de 3e cycle qui sont en DES de médecine générale s'orientent beaucoup plus vers la médecine générale que précédemment, mais ça, les élus ne le voient pas encore, et ils ne peuvent pas, évidemment, voir les bénéfices d'une réforme qui a été retardée beaucoup trop longtemps et dont on commence à peine à voir les bénéfices aujourd'hui en termes d'instauration de la filière universitaire de médecine générale. Alors le principe, quand je parlais de révision du système, d'organisation du système, c'est qu'il faut, et c'est quelque part notre ancienne, c'est-à-dire qu'on martèle un peu l'idée que l'organisation dépend de la définition en termes de ligne de recours au système de santé. Que la médecine générale et toutes les professions de soins premiers, c'est de la première ligne. Et on va y venir. L'enjeu de comprendre l'intérêt de l'hôpital local, c'est de sortir de l'idée qui fait partie du système hospitalier de 3e ligne, et Bruno Bouvier l'a très bien expliqué, pour dire que ça fait partie de la première ligne. Parce que le métier, il est conceptuellement différent de la 2e et de la 3e ligne, je vais y revenir. Parce que ça pose la question de la définition du champ de la première ligne dans son organisation, mais aussi dans ses missions. Alors, au plan de l'organisation, la première ligne, c'est quoi ? Eh bien, on a l'avantage, parce que c'est concomitant, et ça vient d'être présenté de manière extrêmement claire, c'est-à-dire qu'on a maintenant, mais je veux dire, la loi elle date de 2016, donc on a maintenant une organisation théorique au plan médico-administratif qui n'existait pas avant. Il faut se dire quand même que le médecin généraliste n'était pas défini dans le Code de la santé publique jusqu'en 2009, ça fait 10 ans, et que les prémices de l'organisation médico-administrative du soin ambulatoire, en dehors du secteur hospitalier, ça a 2 ans et demi. Donc on est dans une histoire très récente, et il n'est donc pas très étonnant que l'organisation ambulatoire ne soit pas encore non seulement stabilisée, mais même construite à partir du moment où la réflexion est aussi récente. Et donc on a maintenant une légitimité réglementaire nouvelle qui permet aussi en termes de formation de construire mieux les choses pour demain. Avec un vrai changement de paradigme socioculturel, j'entends que la médecine commence à être perçue culturellement parmi les tutelles, parmi les doyens, parmi la faculté, comme n'étant plus exclusivement du ressort hospitalier. Et ça, c'est un changement de mentalité qui est extrêmement important, non seulement pour former les jeunes, mais pour organiser le système de santé demain. Et on a cet étage médico-administratif, et puis on a les structures de la première ligne. Alors les structures historiques, le cabinet isolé, puis le cabinet de groupe.
Le centre de santé, avec des gens qui militent pour le centre de santé depuis très longtemps. Et puis on a le nouvel étage réglementaire, les équipes de soins premiers et les maisons de santé pluriprofessionnelles. Et puis on a, et c'est l'enjeu du débat aujourd'hui, ce qui est à la fois historique, et Bruno Bouvier se bat depuis longtemps là-dessus, mais aussi nouveau avec ces nouvelles organisations, l'hôpital local au sens des établissements communautaires sanitaires de proximité que citait Yann Bourgueil dans les travaux du HCAM. Mais aussi les EHPAD, la médecine pénitentiaire, tout ça c'est de la première ligne. Alors ça c'est l'organisation, les structures de première ligne. Mais l'enjeu c'est de répondre à quelles sont les missions. Et c'est là que dans les tutelles, et même dans le grand public, dans la société, c'est pas encore très clair, et que notre enjeu demain, pour le bénéfice du système de santé, pour le bénéfice des patients, c'est de continuer à expliquer que la médecine générale n'est pas une médecine de tri. Ce n'est pas une médecine destinée à savoir à qui on va adresser les patients pour qu'ils soient soignés ou pour qu'ils soient pris en charge. On ne va pas les découper pour savoir à quel spécialiste d'organes on va les envoyer. Mais ça, culturellement, ce n'est pas du tout encore acquis. Et c'est là l'intérêt d'une part de la réflexion conceptuelle, mais aussi de l'évolution de la formation initiale et en corollaire de l'organisation du système de santé. Parce qu'on a hérité historiquement, on faisait allusion aux ordonnances 58-62, d'un exercice de la médecine générale qui était un exercice en creux, c'est-à-dire ce que ne faisaient pas les autres. Et donc du coup, le système de santé s'est bâti là-dessus. Et on va dire que la reconquête au plan de la bataille des idées, elle est quand même relativement récente. Et les médecins généralistes étaient persuadés de ça, évidemment, depuis longtemps. Mais si on est persuadé tout seul dans son coin, sans convaincre les tutelles, et sans que l'organisation du système de santé, sans la formation initiale le prenne en compte, eh bien, progressivement, on voit son champ se rétrécir, on voit ses missions qui ne sont pas reconnues. Et de ce point de vue-là, l'histoire de la formation, l'histoire de l'universitarisation de la discipline est un levier très puissant pour inverser la tendance, mais là encore, il est extrêmement récent, alors qu'on a quand même des éléments dans la littérature, des éléments de comparaison au plan international, et Yann Bourgueil l'explique très bien, pour dire que les soins premiers, la médecine générale au sens de médecine qui règle 80 à 90% des problèmes et qui n'est pas une médecine de tri, c'est extrêmement efficient au plan individuel comme au plan collectif. Et donc, ces missions, elles sont liées aux caractéristiques de la discipline telle qu'elle est écrite. Alors, je ne vais pas vous refaire l'Avonca 2002, je ne vais pas vous refaire la Marguerite des compétences, mais on est complètement là-dedans. Ces concepts-là ont des implications pratiques en termes de mission et d'organisation du système. Donc, à partir de là, l'hôpital local, au sens d'établissement sanitaire communautaire de proximité, c'est justement le chaînon manquant des soins premiers. Parce que aujourd'hui, il a une logique à l'échelle des CPTS. Le H de EHPAD, par exemple, ça veut dire hébergement, ça ne veut pas dire hôpital. Et ça a un sens en termes de les soins premiers, les situations de soins premiers, les patients en soins premiers peuvent avoir besoin d'un hébergement transitoire. D'un hébergement transitoire qui ne nécessite pas des soins de deuxième ou troisième ligne, qui peut abriter la permanence de soins ambulatoires, qui a besoin de bénéficier d'un plateau technique léger, qui prend en compte le diagnostic de situation, mais qui n'a pas besoin forcément du diagnostic étiologique. Et c'est ça la grande différence conceptuelle et pratique entre soins de première ligne et soins de deuxième et troisième ligne, et qui peut exister avec des soins, avec des recours locaux de deuxième ligne au sein des ESCP, et qui est en lien avec les soins premiers, les services infirmiers avec les EHPAD, etc. Et vous avez plein d'exemples d'ailleurs d'hôpitaux locaux historiques qui sont adossés ou qui fonctionnent en symbiose dans le même étage administratif que des services d'infirmiers à domicile ou des établissements d'hébergement de personnes âgées dépendantes. Donc, le SCP, ce n'est pas, et je fais référence à ce que disait là encore Bruno Bouvier, un établissement de santé de deuxième ou de troisième ligne,
dégradé, où on a enlevé la maternité, où on a enlevé le service de chirurgie, et puis on dit, on va en faire un hôpital de proximité. Ce n'est pas ça un établissement sanitaire communautaire de proximité, parce que ça, si dans l'établissement de santé, entre guillemets, dégradé, l'hôpital de proximité, on continue à faire de la deuxième et de troisième ligne, alors à ce moment-là, on n'a pas compris la philosophie et l'intérêt des soins de première ligne et du maillage de territoire des soins de première ligne. Donc ce n'est pas, comme on le disait tout à l'heure, sous la gouvernance des groupements hospitaliers de territoire, parce que sinon, voilà, alors c'était les débats du HCAM, mais sinon, comme le dit malheureusement la réforme actuelle, les hôpitaux de proximité sont conçus comme le premier étage du système hospitalier. Alors là, je dis non, ce ne doit pas être ça, parce que sinon, on va répliquer l'établissement de santé de deuxième et de troisième ligne, et puis on va en mettre partout dans les territoires pour refaire de la deuxième et de la troisième ligne. Alors ce qui manque aux patients comme au système de santé, c'est les soins de première ligne organisés. Et donc, ça a à voir avec le personnel qui travaille au plan médical, et c'est-à-dire qu'il ne faut pas des médecins, entre guillemets, hospitaliers. Là encore, il n'y a pas de hiérarchie, ce n'est pas que c'est moins bien, etc. C'est juste que ce n'est pas le même métier. Je prends toujours l'exemple du bilan de chute. Tous les médecins généralistes connaissent leur patient âgé qui est par ailleurs parfaitement suivi, etc., qui se prend les pieds dans le tapis, qui termine aux urgences de l'hôpital, et comme il est tombé, alors il a et l'écho-doppler des troncs supraortiques, et l'écho cardiaque, et le Holter, et Alouette, etc., comme si on faisait un bilan de chute parce qu'on s'est pris les pieds dans le tapis, quel que soit le suivi antérieur. C'est iatrogène, c'est dispendieux, c'est inconséquent. Et donc on est dans un système de santé qui de ce point de vue-là, gaspille de la ressource, aussi bien humaine que financière, à cause de cette erreur de conception stratégique. Donc c'est vraiment le SCP, la déclinaison de l'hôpital local au sens de ce que rapportait Bruno Bouvier. Donc la vision d'un système de santé orienté vers les soins premiers, c'est ça. C'est 1000 CPTS, faisons un rêve, 1000 CPTS de 60 000 habitants, 1000 hôpitaux locaux, 1000 ESCP, mais y compris et peut-être surtout dans les secteurs urbains. Parce que quand vous êtes à Paris, ça termine dans les urgences du CHU, ce qui est complètement catastrophique. Là encore, c'est pas parce que les gens sont plus ou moins bons, c'est parce que c'est inadapté à la situation. Avec des médecins généralistes, et je salue ce qu'a dit Patrice Diot, qui demain doivent représenter 50% des médecins formés, qui exerceront en ambulatoire, y compris en ESCP, et qui forment les étudiants dans toutes les variétés de leur exercice. Et à ce moment-là, quand les étudiants, vous les formez dans les maisons de santé pluriprofessionnelles, dans les hôpitaux locaux, dans les EHPAD, etc., et moi, je fais le pari que demain, ils sentiront beaucoup moins le besoin de FST, quoi. Parce que la médecine générale, c'est génial, c'est super vaste, c'est une variété d'exercices et de situations énormes, et qu'il n'y a pas besoin d'essayer de se surdiplômer alors que ce n'est pas adapté à la demande de soins des patients, et que par ailleurs, la formation avec la 4e année, elle sera de ce point de vue-là parfaitement adaptée à cette palette et à cette diversité. Et donc, que le recours à l'hôpital, qui est un maillon essentiel du système de santé, qui regroupe les moyens techniques, qui regroupe les moyens humains, qui regroupe les expertises nécessaires à beaucoup de patients qui ne peuvent pas être traités en soins premiers, mais qu'à ce moment-là, l'hôpital et les soins tertiaires, on y ait besoin en cas de nécessité et pas faute d'étage et d'organisation des soins premiers. Je conclurai pour dire que le virage ambulatoire, de ce point de vue-là, au plan systémique, il est encore à construire, que l'établissement communautaire sanitaire de proximité, alias hôpital local, dans la logique des soins premiers, c'est l'étage nécessaire pour un système efficient des soins premiers, et que, quand on voit les réformes en cours, peut-être un jour, on peut ne pas désespérer et espérer donc que les décideurs tiendront compte des recommandations de l'OMS et des données de la littérature sur l'intérêt et l'efficience des soins premiers. Je vous remercie.